Soyez les bienvenus, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos, la chaîne où nous décryptons les vies des plus grands stratèges et dirigeants de l'histoire. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la biographie d'Auguste, le premier empereur de Rome, dont la ruse politique et les compétences militaires lui permirent de transformer la République en l'Empire romain, consolidant son pouvoir et laissant une empreinte éternelle. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like à la vidéo, de nous laisser vos commentaires sur son héritage, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à Stratégos pour continuer à explorer l'histoire des plus grands dirigeants. Commençons son histoire fascinante. Première partie. Naissance et famille. En l'an 63 avant JC, dans la cité de Velitrae, une petite localité située au sud-est de Rome, naissait un enfant qui allait changer le cours de l'histoire de l'Empire romain et du monde. Gaius Octavius, connu plus tard sous le nom d'Auguste, naquit dans une famille équestre, appartenant à la classe sociale inférieure de l'aristocratie romaine, mais avec une ambition et un destin qui le mèneraient bien au-delà des frontières de son berceau. Octavius était le fils de Gaius Octavius et d'Atia, fille de Julia, qui était elle-même la sœur de Jules César. Cela signifiait que, par sa mère, Octavius était directement lié à l'une des figures les plus éminentes de Rome, Jules César. Bien que sa famille n'appartint pas à l'élite sénatoriale, Octavius portait dans son sang le lien avec l'une des maisons les plus influentes de l'histoire romaine. Dans sa jeunesse, rien n'indiquait que cet enfant issu d'une famille équestre, dont la position sociale était relativement modeste, deviendrait l'une des figures les plus puissantes de Rome. Cependant, l'histoire, comme toujours, a ses détours imprévisibles. Le lien d'Octavius avec Jules César ne fut ni immédiat ni évident à sa naissance, mais il devint l'un des facteurs clés de l'avenir de Rome. Au fur et à mesure qu'il grandissait, sa relation avec César se transformerait en un lien indestructible. Pour comprendre ce processus, il est important de rappeler que Jules César, le grand conquérant et dirigeant de Rome, ne bâtit pas seulement son pouvoir par des batailles et des alliances, mais aussi par un réseau de connexions familiales et politiques. Au début de la vie d'Octavius, sa parenté avec César fut probablement plus symbolique que pratique. Son père, Gaius Octavius, était un membre respectable de l'ordre équestre, mais il ne jouissait ni de la même notoriété, ni du pouvoir du grand général et homme politique, Jules César. Cependant, le destin d'Octavius prit un tournant inattendu lorsque son père décéda alors qu'il n'avait que 4 ans. Cela le laissa sous la tutelle de sa mère, Atia, et sous la protection de son cercle familial. Bien qu'il n'eût pas été une figure de premier plan, le lien avec César deviendrait un atout inestimable. Deuxième partie, éducation et jeunesse. Tout au long de sa jeunesse, Gaius Octavius reçut une éducation qui reflétait son potentiel et le rôle qu'on attendait de lui dans la Rome républicaine. Sa formation, bien que typique pour un jeune aristocrate, fut enrichie par des tuteurs influents qui lui inculquèrent des connaissances clés dans des domaines tels que la rhétorique, la politique et la stratégie militaire, qui seraient fondamentales pour sa future ascension au pouvoir. En tant que fils d'une famille équestre, son accès aux meilleurs maîtres de Rome le plaça dans un environnement académique stimulant, idéal pour encourager ses compétences politiques et communicationnelles. La rhétorique, en particulier, fut un domaine crucial de son éducation. Dans une Rome gouvernée par le pouvoir de la parole et le débat au Sénat, Octavius devait être capable de convaincre les autres de sa légitimité et de ses idéaux. La formation en rhétorique lui permit de développer une habileté exceptionnelle pour persuader et manipuler, chose que, tout au long de sa vie, il utiliserait avec maestria pour consolider son pouvoir. Durant ses premières années d'éducation, Octavius ne se préparait pas seulement à être un dirigeant romain, but aussi à survivre dans un environnement politique où la ruse, la connaissance et la capacité à nouer des alliances étaient fondamentales. Bien qu'Octavius commençât sa formation à Rome, sa vie prendrait un tournant inattendu avec la mort de son père, Gaius Octavius, alors que le jeune homme n'avait que 4 ans. Cet événement marquerait un avant et un après dans la vie d'Octavius, car la mort de son père le laissait sous la tutelle de sa mère, Atia, qui provenait de la gens Julia, la maison de Jules César. Bien qu'encore jeune,
Octavius fut témoin de la manière dont sa mère et sa famille commencèrent à lui faire une place dans la sphère politique romaine. Une place qui, bien que modeste au début, finirait par se consolider grâce à ses liens familiaux. La mort de Gaius Octavius non seulement priva le jeune homme de la présence de son père, mais elle le rapprocha aussi plus directement de son grand-oncle Jules César. Le chef militaire et politique, César, commença à jouer un rôle fondamental dans la vie d'Octavius, qui voyait en son parent non seulement une figure d'autorité, mais aussi une inspiration pour son propre destin. Bien que la relation entre Octavius et César ne fût pas proche sur le plan personnel, César reconnut rapidement le potentiel de son petit-neveu et, avec le temps, le forma comme son successeur. À mesure qu'Octavius grandissait, sa relation avec Jules César s'approfondissait. Bien que durant ses premières années, César fut concentré sur ses campagnes militaires et ses ambitions politiques. La proximité avec Octavius et la reconnaissance de son éducation et de ses capacités lui firent voir en lui une figure qui pourrait assurer la continuité de son héritage. Ce lien familial, bien qu'initialement pas si évident en termes de pouvoir, serait essentiel pour qu'Octavius puisse réclamer l'héritage de César et devenir l'homme qui finirait par unifier Rome. Le jeune Octavius, qui avait reçu sa formation à Rome et appris les fondements de la politique et de la diplomatie, se trouva bientôt mêlé à un réseau d'intrigues et de tensions qui culminerait avec la mort de César en 44 avant J.C. À ce stade, la figure d'Octavius, bien qu'encore inexpérimentée et jeune, se trouva placée au centre de la lutte pour le pouvoir à Rome. Sa proximité avec César lui fournit non seulement une base politique solide, mais aussi une occasion unique de consolider sa place comme l'un des hommes les plus importants de l'histoire de Rome. Malgré sa jeunesse et l'apparente fragilité de sa position dans les premières années suivant la mort de son père, Octavius avait quelque chose que beaucoup ne pouvaient voir, une vision claire de son avenir. Alors que Rome vivait des moments de grande incertitude après la mort de César, Octavius comprit que le pouvoir ne se gagnait pas seulement par la force, mais aussi par une planification stratégique, la patience et une série d'alliances clés. Tout au long de sa vie, cette leçon de la politique romaine lui permettrait de naviguer dans une mer de trahison, de guerre civile et de lutte de pouvoir. Le jeune Octavius avait été témoin de la manière dont son grand-oncle César avait manipulé la politique romaine pour atteindre le sommet, et lors de son éducation, il avait appris à combiner ses compétences de persuasion avec la ruse politique. Ce fut à ce moment crucial, alors que Rome vivait une époque de division et de chaos, qu'Octavius, aidé par sa formation, se lança dans l'arène politique, déterminé à occuper la place que son grand-oncle avait laissée vacante. Bien que sa position initiale ne fût pas la plus forte, les bases de son succès avaient été jetées durant son éducation à Rome et dans sa relation avec Jules César. Troisième partie, la conspiration et l'assassinat de César. C'était le 15 mars 44 avant J.C., un jour qui resterait gravé dans les annales de l'histoire de Rome. À ce moment précis, Jules César, le dictateur à vie de Rome, tombait victime d'une conspiration planifiée par un groupe de sénateurs romains. Parmi les conspirateurs se trouvaient Cassius et Brutus, des figures qui avaient été des alliés de César, mais qui craignaient que son pouvoir absolu ne menace la République romaine. Cet assassinat non seulement altéra le cours de Rome, mais il catapulta également un jeune inconnu, Gaius Octavius, au centre de la scène politique de la République. Mais, tandis que Rome chancelait sous le coup de l'assassinat de son chef, Octavius, le petit-neveu de César, se trouvait à des centaines de kilomètres de là, à Apollonia, une cité de la région d'Illyrie, dans l'actuelle Albanie, où il était allé compléter sa formation militaire et politique. À ce moment-là, Octavius n'était qu'un jeune homme de 18 ans, loin de l'agitation politique de Rome, mais son destin allait changer à jamais ce matin-là. Lorsqu'il apprit la mort de César, Octavius était plongé dans la quiétude de ses études. La nouvelle lui parvint par un messager, et ce qui au début put sembler une rumeur se confirma rapidement comme un fait dévastateur. César, l'homme qui avait dirigé Rome et réformé nombre de ses institutions, avait été assassiné lors d'un acte violent au Sénat. Pour Octavius, qui avait été éduqué dans l'ombre de son grand-oncle, la nouvelle fut un coup dévastateur,
mais aussi le moment décisif qui allait changer le cours de sa vie. Octavius, cependant, n'était pas un jeune homme craintif ou désemparé. Bien qu'il manquât encore d'expérience politique et militaire, son esprit rusé comprit rapidement l'ampleur de l'événement. Ce que César avait construit, de ses réformes à son pouvoir absolu, pourrait s'effondrer sans un chef clair pour prendre les rênes de Rome. Et c'est ici que l'histoire d'Octavius prend un tournant radical. Sans perdre de temps, il décida qu'il devait retourner à Rome, non seulement pour pleurer la mort de son grand-oncle, mais aussi pour réclamer sa place légitime d'héritier du pouvoir de César. Le 1er janvier 43 avant JC, Octavius arriva finalement à Rome, où il trouva une atmosphère de chaos et de confusion. Après la mort de César, le pouvoir à Rome était vacant, et les tensions entre les assassins de César, leurs alliés et les partisans populaires de César ne tardèrent pas à exploser. La lutte pour le pouvoir se déroulait sous ses yeux, et Octavius savait qu'il ne pouvait rester dans l'ombre s'il voulait réclamer sa place légitime. Ce qu'Octavius ignorait à ce moment-là, c'est qu'au-delà de son lien de sang avec César, il y avait quelque chose qui lui donnait un droit légitime au pouvoir: le testament de César. Dans celui-ci, César avait nommé Octavius comme son fils adoptif, ce qui lui conférait non seulement un lien plus étroit avec César, mais aussi le droit de réclamer ses biens, son héritage, et plus important encore, son influence politique. La lecture du testament fut un moment crucial pour Octavius. Le jeune homme avait été nommé fils adoptif de César, ce qui faisait de lui non seulement son héritier, mais aussi l'homme qui pourrait suivre ses pas et réclamer sa place dans l'histoire de Rome. Grâce à cette adoption, Octavius devint une figure clé dans la lutte pour le pouvoir, non seulement en raison de sa relation familiale, mais aussi parce que son nom était lié à la figure du plus grand dictateur de Rome. Le testament de César lui octroyait une légitimité que beaucoup d'autres prétendants n'avaient pas. Bien qu'Octavius ne fût pas le seul à aspirer à combler le vide laissé par César, la lecture de son testament le plaçait dans une position unique. Cependant, en même temps, le testament faisait aussi de lui la cible de ceux qui voulaient abattre tout ce que César représentait, y compris les hommes qui l'avaient assassiné, lesquels voulaient restaurer l'ancienne République et réduire le pouvoir centralisé que César avait cultivé. Quatrième partie, premier mouvement politique. La clé de l'ascension d'Octavius fut sa capacité à comprendre la politique romaine et ses dynamiques complexes. Bien qu'il fût un jeune homme inexpérimenté, Octavius comprit que son pouvoir ne résidait pas seulement dans sa parenté avec César, mais aussi dans sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique romaine. En ce sens, l'une des premières manœuvres d'Octavius fut de se rapprocher du Sénat romain. Malgré l'influence de Marc-Antoine, le Sénat avait encore un poids important dans la politique de Rome, et Octavius savait qu'obtenir son soutien lui donnerait une légitimité aux yeux des Romains. Au début, de nombreux sénateurs considéraient Octavius avec scepticisme. C'était un jeune homme, sans expérience politique ni commandement militaire, et sa relation avec César n'était pas suffisante pour garantir son succès. Cependant, Octavius joua ses cartes avec sagesse. Au lieu de défier ouvertement le Sénat ou d'adopter une posture radicale, comme l'avait fait César, Octavius se présenta comme le défenseur de la République. Il s'offrit comme le successeur légitime de César, mais sans les excès que le dictateur avait accumulés. La proposition d'Octavius fut claire: restaurer l'ordre et la paix à Rome, mais en s'assurant que les réformes de César soient maintenues. Avec le temps, Octavius réussit à convaincre plusieurs sénateurs de sa position, lesquels voyaient en lui un chef capable de maintenir le pouvoir entre des mains républicaines sans la menace d'un gouvernement absolu. Cette approche pragmatique permit à Octavius de gagner des alliés au sein d'un Sénat qui se trouvait divisé entre ceux qui voulaient suivre l'héritage de César et ceux qui désiraient restaurer l'ancienne République. Bien qu'Octavius n'élimina ni Marc-Antoine ni les assassins de César, il remporta effectivement une précieuse victoire politique: la reconnaissance par le Sénat comme héritier légitime de César et le droit de réclamer l'héritage de son grand-oncle. Bien qu'Octavius eût gagné du terrain sur le plan politique,
il ne pouvait ignorer Marc-Antoine, qui, en tant que commandant des forces de César et son plus proche allié, avait un contrôle considérable sur l'armée. De plus, Marc-Antoine était une figure populaire parmi les troupes de César et parmi ses partisans, ce qui faisait de lui un rival redoutable pour Octavius. La relation entre Octavius et Marc-Antoine commença de manière ambiguë. Au début, Octavius tenta de négocier avec Marc-Antoine, cherchant une alliance qui unirait les partisans de César et lui donnerait de la force dans sa lutte pour le pouvoir. Cependant, les tensions entre les deux hommes ne tardèrent pas à éclater. Marc-Antoine, qui aspirait également au pouvoir, voyait Octavius comme une menace pour sa propre position. Non seulement il se disputait le contrôle de Rome, mais aussi l'héritage de César. Le conflit entre les deux hommes s'intensifia lorsqu'Octavius, cherchant à consolider son pouvoir, décida de faire un mouvement décisif pour affronter Marc-Antoine. Pour y parvenir, il avait besoin de gagner le soutien des troupes loyales à César, lesquelles se montraient sceptiques à l'égard d'Octavius, car elles considéraient que le jeune homme manquait d'expérience et d'autorité pour les commander. Au lieu de dépendre uniquement du Sénat ou des alliances politiques, Octavius comprit que pour assurer sa place dans la lutte pour Rome, il avait besoin de quelque chose de plus, sa propre armée. Dès les premiers moments de son retour à Rome, Octavius commença à recruter des soldats, principalement parmi les vétérans de César, qui restaient loyaux à sa mémoire. Cependant, ce qu'Octavius obtint ne fut pas seulement une armée, mais aussi la légitimité nécessaire pour défier Marc-Antoine. Grâce à ses promesses de poursuivre l'héritage de César et de récompenser les soldats loyaux, Octavius forma une armée privée qui le soutint fermement dans sa lutte pour le pouvoir. Cette manœuvre fut l'une des plus intelligentes de sa jeune carrière, car non seulement elle lui permit de défier Marc-Antoine, mais elle lui conféra également le contrôle militaire nécessaire pour rivaliser à armes égales avec son rival. Avec cette armée, Octavius commença à remporter des batailles clés qui renforcèrent sa position à Rome. Parmi ses premières victoires, Octavius réussit à vaincre les forces loyales aux conspirateurs qui avaient assassiné César, dans le cadre de sa stratégie pour consolider le pouvoir. Ces victoires non seulement lui donnèrent le contrôle des forces militaires à Rome, mais elles accrurent également sa popularité et sa légitimité parmi les citoyens romains. Alors qu'Octavius consolidait son armée et gagnait la loyauté des Romains, son affrontement avec Marc-Antoine devint inévitable. Le jeune chef commença à prendre des décisions plus audacieuses, comme s'allier avec les sénateurs qui soutenaient la restauration de l'ordre dans la République, ce qui augmentait la pression sur Marc-Antoine. L'armée d'Octavius affronta les forces d'Antoine dans une série de batailles où, bien que la situation fût difficile, Octavius réussit à sortir victorieux. Le moment clé de ce conflit fut la bataille de Philippe en 42 avant J-Sermin, où Octavius et Marc-Antoine, formant une alliance temporaire avec Lépide dans ce qui fut connu comme le Second Triumvirate, vainquirent les assassins de César, Cassius et Brutus. Cette victoire décisive non seulement scella le destin des conspirateurs, mais marqua également le début de l'ascension imparable d'Octavius vers le pouvoir absolu. Cinquième partie. Le Second Triumvirat. Essentiellement, le Second Triumvirate fut une réponse au vide de pouvoir laissé par l'assassinat de César. L'alliance fut formalisée par Octavius, Marc-Antoine et Lépide, avec l'objectif commun d'éliminer les responsables de la mort de César et de restaurer l'ordre, mais selon leurs propres termes. Chacun des trois hommes apportait quelque chose de crucial à l'alliance. Octavius, l'héritier légitime de César, apportait l'autorité morale et le soutien des légions loyales à son grand-oncle. Marc-Antoine, expérimenté et commandant des forces de César, amenait avec lui le contrôle militaire et la popularité parmi les soldats. Et Lépide, bien que considéré comme le membre le plus faible du triumvirat, contrôlait l'armée de la province d'Hispanie, qui devint une ressource précieuse pour assurer le pouvoir du groupe. Le second triumvirat ne cherchait pas seulement à venger la mort de César, mais il avait aussi pour objectif de consolider le pouvoir des trois chefs et d'éviter toute tentative de restauration de la République. Pour ce faire, ils s'octroyèrent des pouvoirs extraordinaires et absolutistes. Ils avaient la capacité de nommer et de révoquer les magistrats, de dicter des lois et surtout de commander les armées de Rome. Le Sénat romain,
déjà affaibli par l'absence d'un leadership clair, n'eut d'autre choix que de reconnaître l'autorité du triumvirat, bien que non sans réserve. L'alliance entre Octavius et Marc-Antoine, bien que pragmatique, ne fut pas simple. Tous deux avaient des ambitions personnelles et voulaient être les acteurs principaux de l'avenir de Rome. Bien que la nécessité d'une alliance fût évidente, les tensions entre eux ne tardèrent pas à croître. Marc-Antoine, avec son fort caractère et ses intérêts militaires, était un chef imposant, et bien qu'Octavius eût été nommé héritier de César, de nombreux Romains continuaient de le voir comme le véritable successeur de César en termes de pouvoir militaire. Cette relation chargée de rivalité ne se résoudrait pas rapidement, mais dans ce contexte de pouvoir partagé, les trois hommes réussirent à coordonner leurs efforts pour affronter les assassins de César et reprendre le contrôle de Rome. La consolidation du pouvoir du second triumvirat ne fut pas un processus pacifique. Pour s'assurer le contrôle total de Rome, Octavius, Marc-Antoine et Lépide initièrent une série de mesures radicales qui marqueraient cette période comme l'une des plus sanglantes de l'histoire romaine. Les proscriptions. Cette pratique, qui consistait en une liste d'ennemis politiques condamnés à mort, fut une stratégie impitoyable qui permit aux triumvirs d'éliminer leurs opposants et d'asseoir leur pouvoir. Lors des proscriptions, les ennemis politiques étaient exécutés sans jugement préalable, et leurs propriétés étaient confisquées, ce qui servait en outre à renflouer les caisses des triumvirs. La première série de proscriptions eut lieu en 43 avant J.C., et parmi les victimes se trouvait un homme de grand renom, Cicéron, l'orateur et homme politique le plus éminent de la République. Cicéron avait été un fervent défenseur de la République et un opposant de César, mais il s'était aussi aligné sur les assassins de César dans une tentative de restaurer le Sénat. Cela fit de lui l'une des principales victimes de la proscription. La mort de Cicéron ne représenta pas seulement un coup porté à la tradition républicaine, mais elle symbolisa aussi la brutalité du régime des triumvirs. Cicéron fut arrêté et exécuté, et sa tête et ses mains furent exposées sur le forum romain comme un rappel du pouvoir absolu que détenaient désormais Octavius, Marc-Antoine et Lépide. L'exécution de Cicéron fut un acte de représailles, mais aussi un message clair à ceux qui pourraient s'opposer au triumvir. Le prix de la dissidence était la mort. Malgré le grand nombre de personnes éliminées lors de ces proscriptions, l'objectif des triumvirs n'était pas seulement l'extermination physique de leurs ennemis, mais aussi l'éradication de toute menace à leur autorité. Dans un système politique où le pouvoir dépendait tant des alliances et des soutiens, les proscriptions étaient un moyen de s'assurer que les opposants ne puissent se réorganiser et défier leur domination. Cependant, ces purges semèrent aussi un terrain fertile pour le ressentiment et l'instabilité. La brutalité des proscriptions ne passa pas inaperçue, et beaucoup à Rome commencèrent à remettre en question la légitimité d'un gouvernement basé sur la peur et la violence. Le pouvoir fermement consolidé, les triumvirs décidèrent de diviser l'empire entre eux. Octavius reçut le contrôle de l'Italie et des provinces occidentales, Marc-Antoine assuma le contrôle des provinces orientales, et Lépide fut chargé de l'Hispanie et de certaines parties de l'Afrique. Cette division du pouvoir semblait une solution pratique pour éviter les conflits entre les triumvirs, mais en réalité, elle prépara le terrain pour de futurs affrontements. Bien qu'ils aient initialement collaboré efficacement, les tensions internes entre Octavius et Marc-Antoine commencèrent à croître. La principale source de conflit entre Octavius et Marc-Antoine fut la rivalité personnelle et politique croissante. Octavius, politicien rusé doté d'une grande habileté diplomatique, voyait Marc-Antoine comme une menace en raison de sa popularité croissante parmi les vétérans de César et de son lien avec la reine Cléopâtre d'Égypte. Pendant ce temps, Marc-Antoine ne voyait pas d'un bon œil les ambitions d'Octavius, qui selon lui, usurpait l'héritage de César à son propre profit. L'alliance qui avait été si efficace au début de son existence commença à s'effriter, et les tensions entre les deux hommes s'intensifièrent rapidement. Le second triumvirat, né de la nécessité de consolider le pouvoir après la mort de César, commença à s'effondrer pour les mêmes raisons qui l'avaient unifié, le pouvoir absolu et la lutte pour la suprématie.
Bien qu'Octavius, Marc-Antoine et Lépide eussent réussi à restaurer l'ordre, le prix de cet ordre avait été élevé, marqué par le sang des ennemis proscrits et les tensions qui menaçaient désormais de déchirer l'alliance. De cette manière, le second triumvirat servit de prélude à une nouvelle phase de l'histoire romaine, une phase qui mènerait Octavius à la victoire finale sur Marc-Antoine, consolidant son pouvoir et transformant la République romaine en l'Empire romain. Sixième partie, la bataille de Philippe. Le chemin vers le pouvoir ne fut pas simple. La lutte interne et les tensions entre les trois hommes ne tardèrent pas à devenir évidentes. Mais avant que ces rivalités ne puissent déborder, les triumvirs devaient faire face à une menace immédiate, les assassins de César, menés par Brutus et Cassius. L'affrontement final aurait lieu dans les plaines de Philippe, en Macédoine, où les deux camps se rencontreraient pour décider du destin de Rome. En 42 avant J.P.C., les forces de Brutus et Cassius, qui représentèrent la faction républicaine, cherchant à restaurer le contrôle du Sénat et à rendre à Rome son ancienne gloire, affrontèrent les forces combinées d'Octavius et de Marc-Antoine, qui s'étaient unies dans une cause commune pour venger César et établir une nouvelle forme de gouvernement à Rome. Cette bataille ne serait pas seulement décisive pour les participants, mais aussi pour le destin de la République elle-même. La bataille se déroula en deux phases, car les deux armées s'affrontèrent à différentes reprises avant d'en arriver à la conclusion finale. Lors de la première phase de la bataille, Brutus et Cassius montrèrent une résistance féroce, mais les forces combinées d'Octavius et de Marc-Antoine étaient plus nombreuses et mieux organisées. Cassius, voyant ses troupes défaites sur son flanc droit, crut à tort que la bataille était perdue. Désespéré et sentant que la cause était perdue, il se suicida. Bien que Brutus luttât jusqu'à la fin, son armée fut finalement vaincue lors de la seconde phase, et Brutus se suicida également, laissant la victoire à Octavius et Antoine. La défaite des assassins de César signifia la fin de la résistance républicaine organisée et marqua le commencement de la fin de la République romaine. Bien que le Sénat et les opposants pussent encore exister, leur pouvoir avait été complètement érodé par la victoire des triumvirs. Les deux principaux conspirateurs, Brutus et Cassius, étaient à mort, et avec eux s'évanouit tout espoir sérieux de restaurer le système républicain à Rome. La victoire des triumvirs consolida leur pouvoir, et les forces d'Octavius et de Marc-Antoine s'imposèrent comme les nouvelles autorités de Rome. Avec la défaite des assassins de César, le second triumvirat se consolida, mais les trois triumvirs savaient que la lutte pour le pouvoir n'était pas encore terminée. Le partage territorial entre Octavius, Marc-Antoine et Lépide reflétait un équilibre, mais pas un équilibre complètement stable. Octavius, qui s'était révélé un chef calculateur, assuma le contrôle de l'Occident, c'est-à-dire l'Italie, l'Hispanie et l'Afrique, tandis que Marc-Antoine, le commandant militaire expérimenté, fut chargé de l'Orient, y compris les riches territoires d'Asie mineure et d'Égypte. De son côté, Lépide fut chargé des Gaules et de certaines régions d'Hispanie, mais son influence était bien moindre comparée à celle des deux autres. Le partage du pouvoir, bien qu'apparemment équilibré, commença à montrer des fissures. Marc-Antoine, qui avait de grandes ambitions et une forte base de pouvoir en Orient, fut bientôt attiré par Cléopâtre, la reine d'Égypte, ce qui causa une friction dans la relation avec Octavius. Tandis que Marc-Antoine s'éloignait davantage du contrôle de Rome, sa relation avec Cléopâtre créait des tensions au sein de Rome, notamment parce que de nombreux sénateurs craignaient que Marc-Antoine ne cherche la couronne d'Égypte et ne sépare les intérêts de Rome. Octavius, pour sa part, n'était pas seulement un jeune héritier, mais un habile politicien. Il comprit que la clé pour maintenir le contrôle ne résidait pas seulement dans les alliances militaires, mais dans l'image publique. Octavius commença à gagner les faveurs du Sénat, en partie, en prenant ses distances avec Marc-Antoine et en réaffirmant sa loyauté envers la République romaine. Profitant du mécontentement croissant face aux attitudes extravagantes d'Antoine, Octavius commença à se positionner comme le défenseur des intérêts de Rome et de la stabilité politique. Pendant que Marc-Antoine était immergé dans sa relation avec Cléopâtre, Octavius consolidait son pouvoir à Rome. Le jeune triumvir comprit que la victoire de Philippe ne suffisait pas,
mais qu'il devait maintenant gérer la perception d'être un chef luttant non seulement par vengeance, mais pour l'avenir de Rome. Pendant ce temps, les tensions avec Marc-Antoine croissaient. La dispute entre les deux hommes commença à prendre une nouvelle dimension, et la rivalité ne se limitait plus seulement au territoire et au contrôle politique, mais à l'image que chacun projetait devant le peuple romain. La victoire de Philippe avait été le premier grand pas sur le chemin du pouvoir absolu, mais la véritable bataille entre Octavius et Marc-Antoine était sur le point de commencer. Alors que Marc-Antoine se consacrait à étendre son pouvoir en Orient, Octavius commençait à consolider son soutien au sein de Rome, jetant les bases de son ascension éventuelle et de la création d'une nouvelle ère, l'Empire romain. 7e partie, tension entre Octave et Antoine. Après la victoire lors de la bataille de Philippe et l'élimination des assassins de César, Rome vécut une période de stabilité apparente sous le gouvernement du second triumvirat, composé d'Octavius, Marc-Antoine et Lépide. Cependant, cette alliance stratégique ne tarda pas à montrer des fissures, notamment entre Octavius et Marc-Antoine. Bien qu'au début, tous deux semblassent unis par un même objectif, venger la mort de César et consolider le pouvoir à Rome, leurs différences politiques, militaires et personnelles devinrent bientôt évidentes. Cette rivalité croissante entre les deux chefs allait devenir l'un des conflits les plus cruciaux de l'histoire de Rome. Marc-Antoine, le commandant militaire expérimenté et le bras droit de César durant les dernières campagnes, avait pris le contrôle de l'Orient après la victoire de Philippe. Là, sa relation avec Cléopâtre, la reine d'Égypte, commença à être l'une des principales causes de tension. Tandis qu'Octavius se consolidait en Occident, Marc-Antoine continuait d'étendre son influence dans les territoires de l'Est, notamment en Égypte, où sa relation avec Cléopâtre n'était pas seulement politique, mais aussi personnelle. Le fait que Marc-Antoine se fût allié à Cléopâtre et se fût déclaré son frère et compagnon de pouvoir éveilla des soupçons à Rome. De nombreux sénateurs et citoyens craignaient que Marc-Antoine ne fût plus intéressé par les intérêts de l'Égypte que par ceux de Rome. Cette alliance avec Cléopâtre fut perçue comme une menace directe à l'hégémonie de Rome et à l'autorité du Sénat. Octavius exploita habilement ce sentiment de méfiance et commença à l'utiliser à son avantage. Au fur et à mesure que la situation évoluait, Octavius présentait Marc-Antoine comme un traître qui s'éloignait de Rome, cherchant à devenir un roi oriental, tandis que Rome restait une république. D'un autre côté, Marc-Antoine se sentait également méprisé par Octavius, qui, bien que jeune, détenait le contrôle politique et gagnait les faveurs du Sénat et des légions loyales à César. Antoine voyait Octavius comme un opportuniste qui profitait de l'héritage de César, mais qui n'avait ni le soutien militaire, ni l'expérience pour gouverner Rome. Ainsi, tandis qu'Octavius consolidait son pouvoir en Occident, en particulier en Italie, les tensions entre eux augmentaient. Octavius, conscient de la popularité croissante de Marc-Antoine en Orient et de la perception négative que celui-ci cultivait à Rome, commença à utiliser la propagande comme un outil essentiel pour gagner du soutien dans la ville. Tout au long de cette période, Octavius n'utilisa pas seulement la force militaire pour se consolider en Italie, mais il mit également en œuvre une campagne de propagande efficace visant à renforcer son image de successeur légitime de César et de défenseur de Rome face aux menaces extérieures. Sur le plan politique, Octavius se présenta comme le protecteur de l'héritage de César et comme le seul chef capable de rendre à Rome la stabilité qu'elle avait perdue avec la mort de son grand-oncle. À travers des discours, des écrits et des alliances avec des figures clés du Sénat, Octavius tissa un réseau de soutien qui le consolida comme le chef le plus fort en Occident. Non seulement il réussit à assurer le contrôle militaire et politique sur l'Italie, mais il construisit également une solide base de pouvoir au Sénat, qui le voyait comme le protecteur de la République et de l'ordre romain. Mais ce qui marquerait réellement la différence dans la guerre politique entre Octavius et Marc-Antoine fut la manière dont Octavius utilisa la figure de Cléopâtre pour discréditer son rival. Octavius, sachant que la relation d'Antoine avec Cléopâtre pouvait être vue comme un scandale, commença à diffuser des rumeurs sur la nature de leur relation. Avec ruse, il présenta Cléopâtre non seulement comme une maîtresse,
mais comme une menace directe à l'autorité romaine. Dans les lettres qu'Octavius rendit publiques et dans les discussions que ses alliés promouvaient au Sénat, Marc-Antoine fut dépeint comme un homme faible, manipulé par une reine étrangère, qui avait abandonné les idéaux républicains de Rome en faveur d'un empire oriental. Octavius saisit chaque occasion pour dénoncer la menace de l'orientalisation de Rome, affirmant que Marc-Antoine était plus intéressé par la conquête de l'Orient et par le fait d'être couronné roi aux côtés de Cléopâtre que par le maintien de la République romaine. Dans sa campagne, Octavius ne faisait pas seulement appel au patriotisme des Romains, mais aussi à leurs craintes concernant la perte de pouvoir et de prestige face aux puissances étrangères. Grâce à ces tactiques, Octavius déstabilisa la base de soutien d'Antoine à Rome et le fit apparaître comme quelqu'un qui, au lieu d'être le défenseur des valeurs républicaines, trahissait ces valeurs par ambition personnelle. Tandis qu'Octavius consolidait sa position à Rome, Marc-Antoine, de plus en plus isolé de la ville, n'était pas disposé à céder. À mesure que la tension montait, Octavius sut tirer parti de l'hostilité croissante du Sénat envers Antoine. Finalement, en l'an 32 avant J.C., Octavius réussit ce que beaucoup considéraient impossible: obtenir la déclaration de guerre officielle contre Marc-Antoine. Avec le soutien d'une grande partie du Sénat et de l'élite romaine, Octavius obtint l'autorisation de mener une guerre civile qui mettrait fin à la menace d'Antoine et de Cléopâtre une fois pour toutes. À ce moment, Octavius n'était plus simplement perçu comme le neveu de César, mais comme le chef légitime de Rome, avec le pouvoir de décider du destin de l'Empire romain. La campagne contre Marc-Antoine n'était plus vue comme une simple lutte pour le pouvoir, mais comme une guerre pour la survie de Rome en tant que république. Octavius réussit à transformer le conflit en une croisade patriotique, où l'unité romaine se consolidait face à la menace extérieure représentée par Antoine et sa relation avec Cléopâtre. 8e partie. La bataille d'Actium. L'histoire de Rome est marquée par des moments clés qui ont défini son avenir. Parmi ces événements, l'un des plus décisifs fut la bataille d'Actium en l'an 31 avant J.C. Cette bataille marqua non seulement la fin d'une guerre civile qui avait secoué Rome pendant des années, mais elle détermina également qui serait le dirigeant incontesté de Rome. La lutte opposa Octavius, le neveu adoptif de Jules César, et Marc-Antoine, l'ancien lieutenant de César, qui avait acquis un grand pouvoir dans l'est de l'Empire romain. Pour comprendre l'ampleur de la bataille d'Actium, nous devons comprendre la relation entre les deux protagonistes. Octavius et Marc-Antoine avaient été alliés au sein du second triumvirat, une coalition qui incluait également Lépide, formée dans le but de venger la mort de César et de consolider le pouvoir à Rome. Cependant, les tensions entre Octavius et Marc-Antoine s'accrurent avec le temps. Marc-Antoine, après la défaite des assassins de César à la bataille de Philippe, se consacra à étendre sa domination en Orient. Ce fut dans ce contexte que sa relation avec Cléopâtre, la reine d'Égypte, devint un sujet polémique. Marc-Antoine se laissa emporter par son lien avec Cléopâtre, tant politique que personnel, et cela éveilla des méfiances à Rome, où beaucoup voyaient son alliance avec la reine égyptienne comme une menace pour l'avenir de la République. De son côté, Octavius, avec une vision beaucoup plus pragmatique et calculatrice, comprit que son principal rival ne représentait pas seulement une menace militaire, mais aussi un danger politique. L'influence de Marc-Antoine en Orient, ajoutée à sa relation avec Cléopâtre, fut utilisée par Octavius pour gagner le soutien de Rome. En fait, Octavius n'attaqua pas seulement Antoine sur le plan militaire, mais aussi dans l'arène publique, le présentant comme un traître à Rome, manipulé par une reine étrangère. L'affrontement entre Octavius et Marc-Antoine se réduisit finalement à une confrontation directe. Tandis qu'Octavius consolidait son pouvoir en Occident, Antoine et Cléopâtre s'assurèrent le contrôle de l'Est. Les deux forces s'affrontèrent dans une bataille qui allait au-delà de la lutte pour le pouvoir, devenant une dispute pour l'avenir de Rome. La bataille d'Actium eut lieu dans la mer Ionienne, près de la côte occidentale de la Grèce, dans une zone stratégique qui scellerait le sort des deux camps. Octavius, sous le commandement de son amiral Agrippa, et Marc-Antoine, avec sa flotte soutenue par Cléopâtre, se préparaient à un choc qui serait décisif pour la suprématie à Rome. Octavius, contrairement à Antoine,
avait un avantage clair en termes de stratégie navale. Alors que Marc-Antoine avait concentré une grande partie de sa puissance sur la guerre terrestre et sur sa relation avec Cléopâtre, Octavius avait investi considérablement dans la construction d'une flotte professionnelle et efficace. Agrippa, qui était un habile commandant naval, avait entraîné les forces d'Octavius pour ce type d'affrontement, tandis que les forces d'Antoine n'étaient pas aussi bien préparées pour une bataille navale décisive. Le 2 septembre 31 avant JC, les flottes d'Octavius et de Marc-Antoine s'affrontèrent dans une bataille qui déciderait de l'avenir de Rome. Bien que les forces de Marc-Antoine fussent nombreuses, la stratégie d'Octavius fut supérieure. La bataille fut brève, mais intense. Au moment clé, les forces d'Octavius, sous le commandement d'Agrippa, réussirent à encercler et à désorganiser les forces d'Antoine. Malgré la bravoure de Marc-Antoine et de son armée, la bataille pencha rapidement en faveur d'Octavius. L'une des raisons fut la stratégie de Cléopâtre, qui, voyant que la défaite était imminente, décida de se retirer avec sa flotte, ce qui démoralisa encore davantage les forces d'Antoine. La défection de Cléopâtre laissa Antoine vulnérable et désorganisé, ce qui permit aux forces d'Octavius de mener la bataille à son terme. Marc-Antoine, voyant la situation désespérée, tenta également de se retirer, mais sa flotte fut vaincue de manière décisive. L'impact de la défaite fut immédiat. La flotte de Marc-Antoine fut anéantie, et le moral de ses troupes s'effondra. Bien qu'Antoine et Cléopâtre tentassent de s'échapper vers l'Égypte, la bataille d'Actium signifia la perte de toute leur influence dans l'Empire romain. La suprématie d'Octavius, désormais incontestée, était consolidée. La défaite d'Actium scella le destin de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Après la bataille, tous deux se retirèrent rapidement en Égypte, cherchant refuge dans le royaume de Cléopâtre, où ils conservaient encore un certain pouvoir. Mais la défaite militaire ne fut pas le seul coup pour eux. Le soutien que tous deux avaient reçu de leurs partisans à Rome s'effondra, et la perte de la bataille d'Actium signifia que les chances de restaurer leur influence s'évanouirent. En Égypte, Marc-Antoine et Cléopâtre tentèrent de reconstruire leur pouvoir, mais la situation était intenable. L'armée d'Octavius se rapprochait de plus en plus, et la pression sur le couple royal était énorme. La chute de l'Égypte face au pouvoir romain était inévitable. En 30 avant JC, Marc-Antoine et Cléopâtre, se voyant pris au piège sans issue, prirent la décision de se suicider. Tandis que les troupes d'Octavius approchèrent d'Alexandrie, tous deux sautèrent la vie. Marc-Antoine se donna la mort, et Cléopâtre, après avoir tenté de s'empoisonner, mit fin à ses jours par la morsure d'un aspic. La mort de tous deux signifia la fin de la dynastie ptolémaïque en Égypte et l'annexion de l'Égypte à l'Empire romain. Rome, sous le leadership incontesté d'Octavius, se consolida comme la puissance hégémonique en Méditerranée, et le jeune chef se rapprochait de son objectif d'être proclamé empereur. 9e partie. La chute de l'Égypte. En l'an 30 avant JC, Rome atteignit une étape décisive de son expansion, un moment qui marqua l'aboutissement de décennies de guerres civiles, d'alliances et de trahisons. La chute de l'Égypte ne signifia pas seulement la disparition de l'un des royaumes les plus anciens et les plus riches du monde, mais elle représenta également la dernière étape vers la consolidation du pouvoir absolu d'Octavius. La mort de Marc-Antoine et de Cléopâtre, deux des figures les plus emblématiques de l'époque, clôtura le chapitre final d'un conflit qui avait divisé Rome et ses domaines. L'année 31 avant JC avait été le théâtre de la bataille d'Actium, où les forces d'Octavius, menées par son amiral Agrippa, défirent la flotte combinée de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Bien que cette victoire eût scellé le destin des rivaux d'Octavius, la lutte ne s'acheva pas dans la mer Ionienne. Marc-Antoine et Cléopâtre, détenant encore du pouvoir en Égypte, se retirèrent à Alexandrie, où ils se réfugièrent et planifièrent comment rétablir leur domination. Malgré leur défaite, ils n'étaient pas disposés à se rendre sans combattre. L'alliance entre Marc-Antoine et Cléopâtre avait été l'une des plus fortes, tant politiquement que personnellement. Antoine, qui avait été un chef militaire clé lors des dernières campagnes de César, avait décidé d'unir ses forces à celles de la reine égyptienne,
dont l'influence était énorme en Orient. Ensemble, leur pouvoir était formidable, et pendant un temps, leur relation sembla mettre en danger la stabilité de Rome, car Marc-Antoine paraissait plus intéressé à gouverner les territoires d'Orient avec Cléopâtre qu'à soutenir les intérêts romains. Tandis que Marc-Antoine et Cléopâtre consolidaient leur pouvoir en Orient, Octavius continuait d'assurer son influence à Rome et en Occident. Bien qu'encore jeune, Octavius s'était révélé un brillant politicien, capable de manipuler les divisions internes et de gagner la loyauté des troupes et du Sénat. En même temps, il avait su faire de Marc-Antoine le bouc émissaire des maux de Rome, utilisant la relation avec Cléopâtre comme l'un de ses principaux points d'attaque. Avec la victoire d'Actium, Octavius n'avait plus de concurrent sérieux à Rome. Le Sénat, qui lui avait auparavant montré de la méfiance, voyait désormais en lui le seul chef capable de restaurer l'ordre après des années de chaos. Mais le danger persistant représenté par Marc-Antoine et Cléopâtre pesait encore sur Rome. Bien que vaincus, leurs partisans restaient une menace latente, et l'influence de l'Égypte sur la Méditerranée orientale représentait un fardeau qu'Octavius devait éliminer pour consolider son empire. La défaite de la bataille d'Actium avait laissé Marc-Antoine et Cléopâtre complètement isolés. La situation était intenable, leur flotte détruite, leur armée démoralisée, et avec l'armée d'Octavius marchant vers l'Égypte, la chute de leur empire était inévitable. Alors que les forces d'Octavius approchaient d'Alexandrie, Marc-Antoine et Cléopâtre savaient tous deux que leur destin était scellé. Dans un acte de désespoir, Marc-Antoine, sentant que tout était perdu, décida de se suicider. Croyant à tort que Cléopâtre était morte, il tomba sur son épée dans un acte dramatique d'autodestruction. Apprenant que Cléopâtre était encore en vie, il se fit transporter à ses côtés, où il mourut dans ses bras. Cléopâtre, faisant face à la défaite finale, prit la même décision. Craignant qu'Octavius ne l'emmène prisonnière à Rome pour l'exhiber comme un trophée, elle choisit également de se suicider. Selon les sources historiques, Cléopâtre se laissa mordre par un aspic, un serpent venimeux, mettant ainsi fin à ses jours. Sa mort, ainsi que celle de Marc-Antoine, marqua la fin de la dynastie ptolémaïque en Égypte et l'annexion de cet ancien royaume à l'Empire romain. Avec la mort de Marc-Antoine et Cléopâtre, Octavius put enfin consolider son pouvoir. Sans rivaux directs et avec l'Égypte désormais sous son contrôle, Octavius put proclamer l'annexion de l'Égypte comme province romaine, s'assurant l'un des territoires les plus riches et stratégiquement importants du monde antique. Mais la chute de l'Égypte ne fut pas seulement un triomphe territorial, mais aussi un symbole de la fin de la République romaine et du début de la nouvelle ère impériale. L'Égypte, avec sa grande richesse, sa fertilité et son emplacement stratégique en Méditerranée orientale, devint l'une des provinces les plus précieuses de l'Empire romain. Octavius s'assura que l'annexion fut perçue comme une victoire pour Rome, et il utilisa le butin et les ressources de l'Égypte pour consolider son pouvoir, payer ses soldats et financer les réformes nécessaires à la stabilisation de Rome. La relation entre Rome et l'Égypte ne fut pas seulement économique, mais aussi symbolique. L'Égypte, avec son histoire de puissants pharaons et d'anciennes dynasties, devint alors un emblème de la domination romaine sur le monde connu. Par l'incorporation de l'Égypte à l'Empire, Octavius réussit non seulement à élargir son territoire, mais aussi à affirmer sa suprématie tant en Occident qu'en Orient, unifiant de fait la Méditerranée sous un seul gouvernement. 10e partie, le retour triomphal à Rome. Après des années de lutte, d'alliances, de victoires et de trahisons, le moment que tous attendaient arriva enfin. Le retour d'Octavius à Rome, après la victoire définitive sur Marc-Antoine et Cléopâtre lors de la bataille d'Actium, fut un événement monumental. Ce retour ne représenta pas seulement la victoire militaire d'Octavius sur ses rivaux, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour Rome. Un chapitre qui marquerait la fin de la République romaine et le commencement d'une ère impériale sous son leadership. La ville de Rome, tout au long de son histoire, avait été le théâtre de nombreux triomphes militaires et de victoires grandioses. Cependant, le retour d'Octavius surpassa tout autre événement de l'histoire récente de la ville. Ce fut un retour accompagné d'une cérémonie qui semblait taillée sur mesure,
pour consolider son pouvoir, et en même temps, pour symboliser la fin de la lutte interne qui avait secoué la République pendant des décennies. La célébration du triomphe à Rome fut un spectacle sans égal. Octavius avait réussi quelque chose qui semblait presque impossible quelques années auparavant. Il était devenu le seul chef incontesté de Rome, après avoir vaincu tous ses rivaux. Son entrée triomphale dans la ville ne célébrait pas seulement la victoire militaire, mais scellait aussi son ascension au sommet du pouvoir romain. Dans une ville marquée par des célébrations grandioses, le triomphe d'Octavius se distinguait par son ampleur et son symbolisme. Le défilé de la victoire, qui parcourut les principales rues de Rome, fut un spectacle visuel impressionnant. Les troupes d'Octavius marchaient en ordre, exhibant les trophées de guerre et les prisonniers, tandis que la foule célébrait son chef. Octavius était accompagné de sa sœur Octavie, qui joua un rôle important dans la politique romaine, et de ses généraux les plus proches, dont Agrippa, qui avait été crucial dans la victoire d'Actium. Le triomphe d'Octavius n'était pas seulement une célébration de la victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre, mais aussi un événement qui symbolisait la restauration de l'ordre à Rome après des années de guerre civile. Cependant, tandis que la ville célébrait, Octavius savait que ce moment n'était que le début d'un processus de transformation politique beaucoup plus profond qui changerait à jamais le visage de Rome. L'arrivée d'Octavius à Rome, avec le titre de princeps, qui signifiait « le premier parmi les citoyens », ne fut pas seulement un changement de nom. Ce fut le début d'un processus subtil, mais radical, qui transformerait la structure politique de Rome. Bien que l'apparence de la République romaine fût maintenue, le pouvoir effectif se trouvait de plus en plus concentré entre les mains d'Octavius. En fait, la célébration de son triomphe ne marquait pas seulement la victoire sur ses ennemis, mais aussi la fin de la République telle qu'on l'avait connue jusqu'alors. La fin de la République ne fut pas un événement abrupt ou violent. Octavius utilisa une série de tactiques politiques et légales pour consolider son pouvoir de manière graduelle. En tant que chef militaire victorieux, Octavius aurait pu imposer immédiatement un gouvernement absolutiste, mais il préféra la ruse politique. Au lieu de s'appeler lui-même dictateur ou roi, comme on le craignait à Rome, il adopta le titre de princeps et commença à se promouvoir comme le restaurateur des institutions républicaines. Son approche était celle d'un chef qui ne se voyait pas comme un monarque, mais comme le protecteur de la stabilité romaine. Octavius utilisa ses relations avec le Sénat et le peuple romain pour gagner leur soutien, faisant appel à l'image d'un gouvernant républicain qui, cependant, détenait le contrôle total. De cette façon, Octavius put manœuvrer pour s'assurer que les réformes républicaines que César avait mises en œuvre se poursuivent, tandis qu'il maintenait un contrôle absolu sur les décisions cruciales. Bien que la figure du Sénat continuât d'exister, son influence fut considérablement réduite. Octavius était celui qui dictait la politique, et ses pouvoirs furent confirmés de manière tacite et, dans certains cas, explicite. La différence entre le pouvoir d'Octavius et la République romaine était évidente. Tandis que Rome maintenait encore les formes républicaines, le gouvernement impérial avait commencé à prendre forme. À partir de ce moment, Octavius commença à construire le Principat, le premier modèle de gouvernement impérial qui perdurerait pendant des siècles. L'autorité de l'empereur, bien qu'initialement pas aussi explicite que celle d'un monarque absolu, devint bientôt claire à travers une série de réformes militaires, politiques et sociales. L'une des réformes clés qu'Octavius mit en œuvre fut la réorganisation de l'armée romaine. Après sa victoire, Octavius réduisit la taille des forces armées, ce qui permit un contrôle plus efficace et centralisé. De plus, il établit un système de paiement régulier pour les soldats et octroya des récompenses aux vétérans, ce qui consolida le soutien des forces armées à son leadership. Grâce à ces changements, Octavius s'assura que l'armée fut complètement loyale à sa personne et non aux factions rivales. Octavius commença à créer un système de gouvernement centralisé où le pouvoir des provinces était subordonné au pouvoir central de Rome. Le Sénat, bien qu'existant toujours, dut s'adapter aux nouvelles circonstances, Octavius prenant les décisions les plus importantes, tant en politique intérieure qu'en relations extérieures. Sur le plan social, Octavius utilisa la propagande pour renforcer son image de chef vénéré.
Les réformes qu'il mena furent promues comme une restauration de la paix, de la loi et de l'ordre après les années de guerre civile. Son habileté à consolider le pouvoir politique, tout en maintenant les apparences républicaines, lui permit de gagner le soutien tant des classes supérieures que de la population en général. En 27 avant JC, Octavius franchit une étape décisive pour consolider son pouvoir. Dans un acte qui semblait un retour aux vieilles traditions républicaines, Octavius présenta au Sénat un ensemble de réformes qui, en apparence, restauraient le pouvoir de la République. Cependant, le Sénat, dans un geste symbolique de soutien, octroya à Octavius le titre de Auguste, un titre qui signifiait le vénéré ou le majestueux. Ce titre marquait le début d'une nouvelle ère dans l'histoire romaine, celle de l'Empire romain. À partir de ce moment, Octavius cessa d'être simplement le princeps et devint l'empereur. Bien qu'il conservât certaines des formes républicaines, la réalité était que le pouvoir était passé des mains du Sénat au contrôle d'un seul homme, Auguste. À partir de ce changement de nom et de titre, Rome entrait dans une nouvelle phase de son histoire. Une phase qui ne serait pas une simple continuation de la République, mais le début d'un empire qui durerait des siècles. 11e partie, l'expansion des frontières. L'ascension d'Auguste au pouvoir ne se définit pas seulement par son habileté politique, mais aussi par sa prouesse militaire. Après avoir consolidé son autorité à Rome, l'une des premières actions d'Auguste fut d'étendre les frontières de l'Empire romain à travers plusieurs campagnes militaires. Ces expansions non seulement assurèrent le contrôle de vastes territoires, mais elles aidèrent aussi à consolider son image de chef invincible et de défenseur de la grandeur de Rome. Les campagnes en Hispanie, Germanie et Orient furent cruciales dans ce processus. La première grande campagne d'expansion d'Auguste après sa prise de contrôle eut lieu en Hispanie, où subsistaient encore des foyers de résistance. L'Hispanie, qui avait été un territoire difficile à conquérir même sous le commandement de César, restait un défi en raison des tribus cantabres et astures qui continuaient de s'opposer à la domination romaine. En 26 avant JC, Auguste envoya Agrippa, l'un de ses généraux les plus loyaux, pour pacifier la région. La résistance en Hispanie se concentrait principalement dans le nord, où les tribus des Cantabres et des Astures étaient restées indépendantes. La lutte en Hispanie fut brutale, et pendant plusieurs années, les Romains ne parvinrent pas à soumettre complètement les tribus du nord. Cependant, en 19 avant JC, après une série de victoires militaires et un siège réussi, les Cantabres furent vaincus, et la région fut finalement intégrée à l'Empire romain. La soumission de l'Hispanie fut vitale pour la sécurité de l'Empire romain, car elle ferma l'accès des tribus du nord au territoire romain et consolida le contrôle de Rome sur la péninsule ibérique. Cette victoire permit également à Rome de s'établir fermement dans la région, unifiant les diverses provinces sous une seule autorité, ce qui contribua à la stabilité et à la prospérité économique de l'Empire. La campagne d'Hispanie, bien que moins célèbre que d'autres menées en Orient ou en Germanie, fut fondamentale dans le processus de consolidation de l'Empire romain sous Auguste, car elle aida à stabiliser l'une des frontières les plus problématiques de l'époque. L'expansion romaine vers le nord ne se limita pas à l'Hispanie. La Germanie, le vaste territoire au-delà du Rhin, représentait un autre défi crucial pour l'Empire romain. Pendant des années, Rome avait tenté de soumettre les tribus germaniques, mais la région se montrait extrêmement résistante. Après les conquêtes en Hispanie, Auguste se tourna vers le nord, cherchant à sécuriser la frontière orientale de l'Empire, surtout après que les tribus germaines se furent soulevées en rébellion. Le commandant romain Drusus, frère de Tibère, fut désigné pour mener la campagne en Germanie. Drusus remporta une série de victoires en 12 avant JC, menant des incursions réussies en territoire germanique. Cependant, la résistance ne cessa pas, et les tribus germaniques continuèrent d'exercer une pression sur les frontières de l'Empire. Ce fut en 9 avant JC, sous le commandement de Varus, que survint la catastrophe la plus significative des campagnes en Germanie. Le désastre de la bataille de la forêt de Teutobourg fut un coup dévastateur pour Rome. 3 légions romaines furent anéanties par une coalition de tribus germaniques menée par Arminius, un ancien allié romain. Cette défaite
ne fut pas seulement humiliante pour Rome, mais elle signifia aussi la perte d'un grand nombre de soldats expérimentés et l'abandon de toute tentative immédiate d'expansion à l'est du Rhin. Après la défaite, Auguste adopta une posture plus conservatrice en Germanie. Reconnaissant la difficulté de conquérir et de contrôler cette région, Rome choisit de se concentrer sur la défense des frontières le long du Rhin et du Danube, évitant de nouvelles incursions en territoire germanique. Bien que la campagne en Germanie n'ait pas abouti à une victoire décisive, la défense réussie des frontières de l'Empire permit à Rome de maintenir sa domination sur le Rhin et jeta les bases des futures défenses le long de toute la frontière germanique. L'expansion vers l'Orient fut un aspect crucial de la politique extérieure d'Auguste. Bien que l'Égypte eût déjà été annexée par Rome après la défaite de Marc-Antoine et de Cléopâtre, la région restait stratégique pour Rome, non seulement pour sa richesse, mais aussi comme une porte d'entrée vers les régions orientales de l'Empire. Bien que l'Égypte fût une province romaine, l'influence de Rome sur le monde oriental n'était pas complètement assurée. En l'an 20 avant J.-C., Auguste se confronta à l'Empire parthe, le rival le plus important en Orient, dans le but de consolider le contrôle de Rome sur les territoires proches à l'est de l'Euphrate. L'objectif était de freiner l'expansion parthe, qui avait connu du succès dans ses campagnes contre les royaumes clients de Rome dans la région. Auguste envoya son commandant Tibère et Agrippa dans une série d'interventions militaires pour consolider les frontières de Rome. Le succès romain se refléta dans le traité de paix signé avec les Parthes, dans lequel fut convenue la restitution des étendards perdus par Crassus et les Romains lors de la bataille de Carès en 53 avant J.-C. Ce traité fut un triomphe diplomatique pour Auguste, car il signifia la reconnaissance de Rome comme puissance dominante en Orient, ce qui assura la paix dans cette région. Durant son règne, Auguste consolida également le contrôle des provinces de l'Est, comme l'Asie mineure et la Syrie, et étendit les frontières de l'Empire romain jusqu'en Mésopotamie. Bien qu'il ne parvint jamais à soumettre complètement les Parthes, sa politique extérieure se concentra sur l'assurance que Rome soit perçue comme la puissance supérieure en Orient, limitant l'influence d'autres puissances comme les Parthes et consolidant la paix dans la région. 12e partie, politique intérieure. Après avoir consolidé son pouvoir et étendu les frontières de l'Empire romain, Auguste comprit que sa mission n'était pas seulement d'assurer la suprématie militaire de Rome, mais aussi de transformer la structure interne de la cité, établissant un ordre qui permette la prospérité tant dans la vie politique que dans la vie quotidienne des citoyens. Ce processus, qui engloba des réformes sociales jusqu'à des projets architecturaux monumentaux, serait la clé pour cimenter son héritage en tant que premier empereur romain. L'un des aspects les plus significatifs de la politique intérieure d'Auguste fut son accent mis sur les réformes morales, qui reflétaient une préoccupation claire pour le renforcement de la famille romaine et la préservation des valeurs traditionnelles. Dans une période suivant des décennies d'instabilité et de guerre civile, Auguste comprit que la base de Rome devait être renforcée depuis ses fondations: la famille, la morale et la piété civique. Parmi les lois les plus remarquables qu'Auguste promulgua se trouve la Lex Julia de Maritandis Ordinibus, 18 avant J.-C. Une série de réformes visant à promouvoir le mariage et la natalité au sein de la classe supérieure de Rome. Ces lois incitaient les Romains à se marier et à avoir des enfants, en particulier ceux appartenant aux classes les plus privilégiées, comme l'aristocratie sénatoriale. Il s'agissait d'une réponse à la diminution de la population romaine, conséquence des décennies de guerre et de l'instabilité sociale. De plus, ces réformes contenaient également des dispositions pour punir ceux qui ne se mariaient pas ou n'avaient pas d'enfants, et accordaient des incitations à ceux qui s'engageaient à avoir des familles nombreuses. L'accent de ces réformes était mis sur la préservation des valeurs civiques romaines, celles qui étaient liées à la piété envers les dieux, à la loyauté envers l'État et au respect des coutumes ancestrales. Les lois promouvaient la moralité publique à un moment où l'on considérait que Rome avait perdu une partie de ses vertus traditionnelles à cause de la corruption et des excès des années de la République. Auguste promulgua également d'autres lois relatives au comportement public, comme les lois sur l'adultère, 18 avant J.-C., qui sanctionnaient l'adultère, notamment chez les femmes de la classe supérieure, et les lois sur la paternité,
9 après JC, qui renforçait les droits du père sur la famille. Tout cela indiquait un effort de la part d'Auguste pour restaurer ce qu'il considérait comme les valeurs fondamentales de la civilisation romaine, assurant la stabilité à long terme de la société romaine par le renforcement de l'unité familiale et de la morale publique. L'autre facette de la politique intérieure d'Auguste fut son ambition d'embellir la ville de Rome. Il ne s'agissait pas seulement de réformes sociales et législatives, mais aussi de la création d'une Rome qui reflète sa grandeur et son pouvoir. Pendant son mandat, la ville connut une transformation sans précédent, devenant un symbole de la stabilité et de la prospérité apportée par la Pax Romana. Auguste avait une vision claire de Rome comme capitale d'un empire mondial, et il comprenait que l'architecture serait un moyen puissant de consolider son autorité et de perpétuer son image dans la mémoire collective. Pour ce faire, il lança une série de projets architecturaux ambitieux, destinés à embellir la ville et qui symbolisaient en même temps la permanence et la stabilité de son gouvernement. L'un des projets les plus emblématiques fut la construction du Forum d'Auguste, 2 avant JC. Un vaste complexe qui s'érigea comme le centre du pouvoir politique et judiciaire de Rome. Ce forum était une extension du Forum romain, mais conçu pour être un espace monumental reflétant la grandeur d'Auguste et la puissance de l'Empire. Il abritait des édifices de grande importance, comme le temple de Mars Ultor, dédié à Mars, le dieu de la guerre, comme symbole de la victoire d'Auguste sur ses ennemis. De grands portiques, places et monuments y furent également construits, conférant au Forum un air majestueux et grandiose. La construction du Forum d'Auguste n'avait pas seulement une intention pratique, mais aussi politique. L'espace était conçu pour refléter la relation entre Auguste et l'histoire de Rome, reliant son gouvernement à la grandeur de la République. En même temps, cette construction fournissait également un lieu où les Romains pouvaient se réunir, assister aux jugements et aux cérémonies officielles, et faire l'expérience de la ville dans sa plus haute expression de pouvoir. Le Panthéon d'Agrippa, autre grande réalisation architecturale de l'époque, fut restauré par Auguste en 27 avant JC, dans le cadre d'une série d'initiatives visant à construire des monuments symbolisant la divinité des empereurs et leur leadership sur Rome. Bien que le Panthéon, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ait été rénové au IIe siècle par l'empereur Hadrien, la construction originale à l'époque d'Auguste était une structure qui représentait la connexion entre les dieux et le pouvoir terrestre. Outre ces grands projets, Auguste supervisa également la création de nouvelles voies et de nouveaux ponts à travers Rome et l'Empire. Son administration se concentra sur l'amélioration des infrastructures de la ville, s'assurant que les travaux publics servent à renforcer la vie urbaine et le contrôle sur le vaste territoire de l'Empire romain. Beaucoup des principales avenues et routes romaines qui existent encore aujourd'hui furent reconstruites sous son mandat. La politique d'embellissement de Rome ne consista pas seulement en la création de monuments et d'espaces publics, mais aussi en l'utilisation de l'art et de la sculpture comme outil de propagande. Auguste était conscient que la manière dont son image était perçue par les Romains et par les peuples conquis était cruciale pour consolider son pouvoir. La statue la plus célèbre d'Auguste est la statue d'Auguste de Prima Porta, qui montre l'empereur en attitude militaire, mais aussi avec une posture solennelle et majestueuse. Cette image, soigneusement conçue, projetait une image de chef divin et protecteur du peuple romain. Auguste commença à être représenté comme une figure semi-divine, qui non seulement dirigeait sur terre, mais était choisi par les dieux pour guider Rome vers la paix et la prospérité. La monnaie romaine devint également un véhicule de propagande durant son mandat. Les monnaies, qui circulaient dans tout l'Empire, présentaient l'image d'Auguste et ses réalisations. C'était une manière subtile, mais efficace de maintenir sa présence dans toutes les provinces et de rappeler aux Romains la stabilité et la prospérité qu'il avait apportée. L'embellissement de Rome et les réformes morales ne furent pas seulement un exercice esthétique ou un simple désir de contrôler la population. Tout cela faisait partie d'un projet plus vaste, visant à restaurer la Pax Romana, la paix romaine, après des décennies de guerre civile et de chaos. Auguste comprit que la stabilité interne ne s'obtenait pas seulement par la force militaire, mais aussi par le renforcement des structures sociales, culturelles et religieuses. En promouvant le mariage, la natalité et les valeurs traditionnelles romaines,
Tout en embellissant Rome comme une cité digne de sa puissance, Auguste consolida sa position de chef non seulement de Rome, mais du vaste empire romain. 13e partie, relations extérieures. L'une des principales caractéristiques du règne d'Auguste fut son habileté à consolider le pouvoir de Rome, non seulement par la force militaire, mais aussi par une diplomatie rusée. Après les guerres civiles qui avaient saigné Rome pendant des décennies, Auguste chercha à assurer la paix dans l'Empire, tant à l'intérieur de ses frontières que dans ses relations extérieures. La célèbre Pax Romana, une période de stabilité et de prospérité, fut le résultat de son approche diplomatique, de son administration efficace et parfois de l'usage de la force pour assurer la suprématie de Rome. L'une des premières préoccupations d'Auguste après la guerre civile fut de s'assurer que Rome soit non seulement exempte de troubles internes, mais qu'elle puisse aussi maintenir son pouvoir et son territoire dans un monde encore truffé de menaces extérieures. Au lieu de poursuivre une politique d'expansion agressive, Auguste se concentra sur la consolidation des frontières de l'Empire et sur la garantie de la stabilité par des accords diplomatiques. À l'Est, l'Empire parthe représentait une menace constante pour Rome. L'Empire parthe, qui contrôlait ce qui correspond aujourd'hui à l'Iran et à des parties de l'Irak, avait été l'un des rivaux les plus puissants de Rome dans la région durant les dernières décennies de la République. Durant les campagnes de César et de ses successeurs, Rome et les Parthes s'étaient affrontés à diverses reprises, mais le conflit n'avait jamais mené à une guerre totale. Sous Auguste, la politique extérieure romaine se concentra sur l'évitement d'un affrontement direct avec les Parthes, car les guerres en Orient auraient pu mettre en danger la stabilité interne de Rome. Au lieu de cela, Auguste eut recours à une stratégie de diplomatie active, cherchant des accords de paix et évitant de nouvelles guerres. Cette diplomatie non seulement consolidait le pouvoir romain dans la région, mais améliorait aussi son image auprès des peuples conquis et des puissances voisines. L'une des victoires diplomatiques les plus significatives d'Auguste fut le traité de paix avec les Parthes en l'an 20 avant JC. Par ce traité, les Parthes restituèrent les étendards perdus par Crassus lors de la désastreuse bataille de Car en 53 avant JC, un acte qui avait été humiliant pour Rome. Cet accord fut une victoire symbolique pour Auguste, qui l'utilisa pour consolider son image de restaurateur de la gloire de Rome, assurant la paix à l'Est et évitant les conflits ouverts avec les puissances rivales. Bien que le traité de paix ne signifiât pas une victoire militaire directe sur les Parthes, ce fut un succès diplomatique qui renforça le contrôle romain dans la région. En termes généraux, la politique extérieure d'Auguste envers les Parthes reposa sur le maintien de la paix par le respect mutuel, assurant que les deux puissances puissent coexister sans entrer en guerre directe. Cette approche pragmatique consistant à éviter les conflits et, à la place, à négocier des traités et des alliances fut fondamentale pour la stabilité de l'Empire romain et la création de la Pax Romana. Cependant, toutes les campagnes d'Auguste ne furent pas des succès diplomatiques. Dans le nord de l'Europe, la campagne en Germanie s'avéra être l'une des plus grandes tragédies de son règne. Malgré les efforts d'Auguste pour étendre l'Empire vers le nord, les tribus germaniques représentaient un défi formidable pour Rome. Dans une région encore peu comprise et extrêmement difficile à conquérir, les Romains affrontaient des guerriers autochtones qui non seulement étaient farouchement indépendants, mais étaient aussi prêts à lutter jusqu'au bout. En 9 après JC, le désastre de la forêt de Teutobourg changea radicalement la perspective romaine sur l'expansion en Germanie. 3 légions romaines, commandées par le général Varus, furent détruites par une coalition de tribus germaniques menée par Arminius, un chef germanique qui, ironiquement, avait servi auparavant dans l'armée romaine. Les forces romaines, prises dans une embuscade dans la dense forêt de Teutobourg, furent complètement anéanties. Le désastre fut dévastateur, tant sur le plan militaire que symbolique. La défaite de Varus à Teutobourg fut la plus grande défaite subie par Rome dans son histoire récente et signifia la perte de près de 20 000 soldats expérimentés. Pour Rome, ce fut un coup humiliant. La nouvelle de la défaite se répandit rapidement et le souvenir de la bataille de la forêt de Teutobourg resta gravé dans l'histoire romaine
comme un symbole de la lutte manquée pour conquérir la Germanie. Pour Auguste, la défaite de Teutobourg eut de profondes répercussions. Malgré ses efforts pour étendre les frontières de Rome, la campagne en Germanie montra l'implacable résistance des tribus germaniques et démontra que l'Empire romain ne pouvait s'étendre facilement au-delà du Rhin. Après la défaite, Auguste adopta une posture plus conservatrice en Germanie, abandonnant toute tentative de conquérir complètement la région et adoptant une politique de défense plutôt que d'expansion active. Cependant, la défaite ne marqua pas la fin de la présence romaine dans le nord. Rome continua de maintenir le contrôle des régions proches du Rhin et du Danube, mais l'idée d'une expansion au-delà de ses frontières fut écartée. Au lieu de tenter de soumettre toute la Germanie, Rome choisit de renforcer ses frontières défensives, établissant le Lym, une série de fortifications et de postes militaires le long des fleuves Rhin et Danube, qui marqueraient les limites de l'Empire romain au nord. Bien que la bataille de Teutobourg fut un grand échec, Auguste ne permit pas que cela sape son autorité. Au cours des années suivantes, il consolida la frontière du Rhin et du Danube, et adopta une stratégie défensive plus prudente. Ce fut l'une des leçons que Rome apprendrait dans sa relation avec les tribus germaniques. L'Empire ne pouvait, ni ne devait s'étendre au-delà de certaines limites, sans subir des coups énormes. La frontière romaine au nord se stabilisa, et le Limes Germanicus devint un symbole de la politique de non-expansion de Rome dans cette région. 14e partie. La succession impériale. Le règne d'Auguste marqua une ère de transition monumentale pour Rome, de l'agitation de la guerre civile à la stabilité de l'Empire. Cependant, malgré son pouvoir absolu et ses réformes qui consolidèrent son héritage, Auguste fut confronté à l'une des questions les plus délicates de son gouvernement, la succession impériale. L'empereur, qui avait pris le contrôle de Rome après des années de lutte interne, se trouvait face à la tâche difficile de garantir que son héritage perdure après sa mort. Le choix de son successeur n'était pas seulement une question personnelle, mais aussi une question de stabilité politique pour tout l'Empire romain. Dans les premières années de son règne, Auguste avait plusieurs options pour lui succéder. Après la chute de Marc-Antoine et l'élimination de ses rivaux, le champ était libre, et sa famille fut essentielle dans les décisions concernant qui pourrait être son héritier. Originellement, Auguste n'avait pas de fils direct qui puisse monter sur le trône. C'est pourquoi il adopta plusieurs jeunes hommes de sa famille dans un effort pour consolider sa lignée. Marcellus, fils de sa sœur Octavie, fut l'un des premiers choisis par Auguste pour être son successeur. Marcellus était considéré comme un homme prometteur, avec la jeunesse, la lignée et le soutien du peuple romain. Cependant, sa mort prématurée en 23 avant JC, à l'âge de seulement 19 ans, laissa Auguste avec un sentiment de vide et d'inquiétude pour l'avenir de sa dynastie. La disparition de Marcellus fut une grande tragédie pour l'empereur, qui avait misé sur lui comme héritier naturel. Bien que Marcellus fût aimé de beaucoup, sa mort laissa Auguste sans option claire et le poussa à chercher de nouveaux héritiers au sein de sa famille. Après la mort de Marcellus, Auguste adopta les fils de son défunt ami et allié Agrippa, Gaius et Lucius César, dans l'espoir qu'ils puissent combler le vide laissé par le jeune Marcellus. Gaius et Lucius étaient des fils adoptifs, mais ils possédaient toutes les caractéristiques nécessaires pour être considérés comme de possibles successeurs. Gaius César fut envoyé en Orient pour jouer un rôle important dans les campagnes militaires, tandis que Lucius César était destiné à s'occuper des affaires d'Hispanie et d'autres parties de l'Empire. Tous deux étaient intelligents, charismatiques et jeunes, et ils se présentaient comme une excellente option pour continuer la ligne de succession d'Auguste. Cependant, la tragédie frappa de nouveau la famille impériale. Gaius César mourut soudainement en 4 après JC, à l'âge de 23 ans, à cause d'une maladie qui l'affaiblit durant son séjour en Orient. Lucius César mourut également en 2 après JC, à 18 ans, après avoir souffert d'une série de problèmes de santé. La mort des deux héritiers adoptifs laissa Auguste dévasté, mais le fit aussi se poser une fois de plus la question de la succession impériale. Les morts prématurées de ces jeunes hommes ne marquèrent pas seulement un coup personnel pour l'empereur, mais elles menacèrent aussi la stabilité de Rome.
Avec la mort de Gaius et Lucius César, Auguste se vit contraint de chercher une nouvelle option pour la succession. Bien que sa vie eût été marquée par l'adoption d'héritiers potentiels, la question restait sans réponse claire. À ce stade, Tibère, le fils de son épouse Livie Drusilla et de son précédent mari Tiberius Claudius Nero, émergea comme le dernier candidat viable à la succession. Tibère n'était pas l'héritier biologique d'Auguste, mais il avait une carrière militaire impressionnante et une expérience politique qui firent de lui un candidat solide. Tibère avait servi dans plusieurs campagnes et s'était forgé une excellente réputation de commandant. De plus, Auguste, qui voyait en Tibère un homme capable, l'avait adopté comme son fils en 4 avant J.-C., après la mort de Gaius et Lucius. Bien que Tibère eût été une figure quelque peu distante, tant en termes de personnalité que dans sa manière de gérer les relations au sein de la famille impériale, ses réalisations et son dévouement à Rome firent de lui un successeur probable. Cependant, la relation entre Auguste et Tibère ne fut jamais tout à fait chaleureuse. Tibère était un homme au caractère fort, réservé et souvent perçu comme arrogant, ce qui générait des tensions au sein de la famille impériale. La relation entre Tibère et Auguste devint plus distante au fil des ans. Tibère, qui avait été contraint de divorcer de sa première épouse et d'épouser Julie, la fille d'Auguste, commença à se sentir méprisé et piégé dans son rôle d'héritier. Cela le conduisit à se retirer de la vie politique pendant un temps, passant plusieurs années hors de Rome, dans les provinces. Pendant ce temps, Auguste adopta une posture pragmatique, et bien qu'il ne fût pas complètement enthousiaste à l'idée d'avoir Tibère comme successeur, la mort de ses autres héritiers adoptifs l'obligea à prendre une décision pratique. Malgré les tensions, Auguste ne pouvait permettre que Rome reste sans successeur viable. En l'an 14 après J.-C., Auguste mourut, laissant Tibère comme son successeur officiel. Le choix de Tibère fut un mélange de nécessité et de pragmatisme. Bien qu'il ne fût pas un successeur choisi avec enthousiasme, ni pour sa proximité émotionnelle avec Auguste, Tibère représentait la seule option pouvant assurer la continuité du gouvernement d'Auguste. Finalement, la question de la succession fut résolue par la force du système impérial, plutôt que par l'affinité ou le soutien populaire. Tibère monta sur le trône, et son règne marqua le début d'une nouvelle ère pour l'Empire romain. Bien que le choix de Tibère fût un acte de nécessité plus qu'un choix de favoritisme, il ne fait aucun doute que le règne d'Auguste laissa une empreinte indélébile dans l'histoire de Rome. Tout au long de sa vie, Auguste avait réussi à transformer une république en guerre en un empire qui dominerait le monde connu pendant des siècles. Sa politique de réforme, son habileté à consolider le pouvoir et ses efforts pour restaurer la morale romaine furent fondamentaux pour que son héritage perdure. Le règne de Tibère, bien que n'étant pas aussi populaire ni aussi charismatique que celui de son père adoptif, garantit la stabilité interne de l'Empire romain. Malgré les tensions et les conflits qui surgirent durant son gouvernement, Tibère maintint le contrôle sur l'Empire et permit à la structure impériale de s'établir. 15e partie. L'image d'Auguste. L'une des manières les plus efficaces par lesquelles Auguste consolida son pouvoir fut la construction de son image de Pater Patriae, père de la patrie, un titre qui symbolisait son autorité non seulement sur le gouvernement, mais aussi sur la stabilité de Rome et ses valeurs. Après des décennies de guerre civile et d'instabilité interne, Rome avait besoin d'une figure de référence qui garantisse l'unité et le bien-être de l'Empire. Le concept de Pater Patriae n'impliquait pas seulement le rôle d'Auguste comme chef politique, mais aussi comme protecteur de la tradition romaine. Sous son leadership, la politique impériale fut présentée comme la restauration de la Pax Romana, une paix qui favorisait l'ordre, la loi et la stabilité. Auguste sut comment tirer parti de ce moment de transition, car bien que son pouvoir fût absolu, il s'efforça de maintenir l'apparence d'une république restaurée, ce qui lui permit de se présenter comme le sauveur qui avait ramené l'ordre après la chute de la République. Cependant, au-delà de la manière dont Auguste se présenta publiquement, sa construction en tant que Pater Patriae impliquait également un accent mis sur les valeurs familiales, la moralité publique et l'intégrité du citoyen romain. Durant son règne, Auguste promulgua une série de lois qui promouvaient le mariage, la fécondité et le respect des coutumes traditionnelles romaines.
En d'autres termes, son image de père n'était pas seulement celle d'un chef politique, mais celle de quelqu'un qui guidait la société romaine de retour à ses racines, préservant la vertu romaine. Le symbolisme derrière l'image d'Auguste comme « pater patria » fut mis en évidence dans l'art et la sculpture. Les représentations d'Auguste le montraient souvent comme un homme serein, sage et fort, qui guidait Rome vers la prospérité. Dans la célèbre statue d'Auguste de Prima Porta, par exemple, il est représenté en posture militaire, mais aussi comme une figure quasi divine, entourée de symboles de pouvoir et de victoire, renforçant l'idée que son leadership était la clé de la grandeur de Rome. Tout au long de son règne, Auguste utilisa efficacement la propagande pour consolider son image de chef restaurateur et pacificateur. Après les guerres civiles dévastatrices qui précédèrent son accession au pouvoir, Rome avait désespérément besoin d'une figure capable de ramener la stabilité et la paix dans la cité. Cependant, Auguste savait qu'il ne pouvait y parvenir uniquement par la diplomatie ou la force militaire. Il devait présenter son accession au pouvoir comme une restauration nécessaire, un retour à un état de bien-être et de prospérité que Rome avait perdu durant les luttes internes. L'une des manières les plus efficaces dont Auguste utilisa la propagande fut à travers les monuments et les monnaies qui diffusaient son image et son message. L'Ara Pacis, un autel dédié à la déesse de la paix, est l'un des exemples les plus marquants de la manière dont Auguste utilisa la propagande pour consolider son rôle de restaurateur de la paix. Sur ce monument, Auguste ne se montre pas seulement comme le chef militaire qui avait conquis de vastes territoires, mais comme le pacificateur qui avait ramené l'ordre dans une Rome divisée. L'Ara Pacis, avec ses reliefs détaillés, montrait des scènes de sacrifice et de célébration, transmettant l'idée que la paix était un bienfait qui devait être honoré et préservé. Les monnaies romaines devinrent également un outil clé pour Auguste. Les monnaies de son époque montraient son visage et présentaient souvent des symboles qui reflétaient ses réalisations. En plaçant son image sur les monnaies et en les distribuant dans tout l'Empire, Auguste s'assura que sa figure soit présente dans la vie quotidienne de tous les Romains, renforçant son autorité et son influence. Les inscriptions sur les monnaies soulignaient son rôle de restaurateur de la paix et de protecteur du peuple romain, tout en transmettant l'idée que son gouvernement était indispensable à la prospérité de l'Empire. Une autre manière dont Auguste utilisa la propagande fut à travers les poètes et les artistes de l'époque. Virgile, par exemple, écrivit la célèbre Énéide, un poème épique qui liait l'origine de Rome aux dieux et affirmait la légitimité du gouvernement d'Auguste. À travers cette œuvre, Virgile présentait Rome comme la destinée d'une civilisation choisie par les dieux, avec Auguste comme son chef providentiel. Outre Virgile, des poètes comme Ovide et Horace célébrèrent également les réalisations d'Auguste, aidant à consolider le récit de son gouvernement comme une restauration des valeurs fondamentales de Rome. Tout au long de son règne, Auguste démontra une habileté exceptionnelle à contrôler le récit historique qui se tissait autour de sa figure. En ne gouvernant pas seulement Rome par le pouvoir militaire et politique, mais en influençant aussi la manière dont l'histoire serait racontée, il garantit que son héritage soit célébré en des termes qui favoriseraient son image de chef juste, sage et pacificateur. Outre les lois et la poésie, Auguste profita également du contrôle sur l'historiographie. Bien que de nombreuses figures historiques de l'époque, comme Tacite et Suétone, écriraient sur son règne après sa mort, Auguste avait un contrôle total sur les sources qui émergeaient durant sa vie. En promouvant les figures de sa famille, en particulier ses héritiers adoptifs, et en gérant soigneusement la représentation de ses rivaux, Auguste réussit à faire percevoir son régime comme le seul légitime, établissant un récit historique qui favorisait sa figure de restaurateur de Rome. 16e partie, dernières années de règne. Les dernières années du gouvernement d'Auguste furent marquées par la réflexion, le vieillissement et la nécessité d'assurer l'avenir de Rome sous un leadership stable. Après avoir consolidé le pouvoir et transformé l'Empire romain d'une république en guerre en un vaste empire, Auguste, le premier empereur de Rome, fut confronté à l'inévitabilité de sa propre mortalité. Avec le passage des ans et l'âge avancé, Auguste comprit que le système de gouvernement qu'il avait établi devait être poursuivi par quelqu'un de confiance,
quelqu'un qui pourrait maintenir la stabilité de l'Empire sans nécessité de guerre civile ou de lutte interne. Dans ces dernières années, la délégation du pouvoir à Tibère, son fils adoptif, et la réflexion sur son héritage devinrent des thèmes centraux. Cette période ne représenta pas seulement une transition dans la politique de Rome, mais aussi une évaluation introspective de ce que son gouvernement avait accompli et de la manière dont sa figure serait perçue par la postérité. Durant les dernières décennies de sa vie, Auguste s'éloigna graduellement de l'exercice direct du pouvoir. Son corps, qui avait été dans sa jeunesse une machine imparable, commença à se détériorer à cause de la vieillesse. Déjà en l'an 23 avant JC, Auguste avait renoncé formellement à l'une des charges les plus prestigieuses de la République, la censure, et commença à déléguer des responsabilités importantes à ses principaux fonctionnaires et membres de sa famille. Ce fut dans ce contexte que la figure de Tibère commença à briller comme l'héritier naturel d'Auguste. La relation entre Auguste et Tibère avait été complexe. Bien que Tibère fût son fils adoptif et se fût montré un général compétent, la relation personnelle entre eux ne fut pas toujours proche ni chaleureuse. Au fil des ans, Tibère montra une attitude quelque peu distante envers la politique romaine, et il se retira même temporairement du gouvernement, dégoûté par les intrigues de la cour et les tensions familiales. Cependant, la situation changea à mesure qu'Auguste commença à comprendre que Tibère était son seul successeur viable. En l'an 6 après JC, Auguste octroya à Tibère la puissance tribunicienne, ce qui lui donnait l'autorité d'agir comme chef militaire et politique, consolidant ainsi son rôle de successeur. En 13 après JC, après la mort de son ami et allié Agrippa, qui avait été l'un des hommes les plus puissants de Rome, Auguste délégua le contrôle des légions et la gestion des provinces entre les mains de Tibère, réaffirmant encore davantage son rôle de futur empereur de Rome. Malgré la délégation de pouvoir, la transition ne se fit pas sans tension. La figure d'Auguste restait dominante, et Rome était témoin d'un transfert de pouvoir qui s'opérait de manière progressive. Tibère, bien que reconnu pour son habileté et sa loyauté, n'était pas une figure aussi populaire ni aussi aimée du peuple romain que l'avait été son père adoptif. Néanmoins, la nécessité de stabilité et de continuité de l'Empire obligeait Auguste à lui faire confiance comme successeur. 17e partie, la mort d'Auguste. La mort d'Auguste, en l'an 14 après JC, marqua la fin d'une ère dans l'histoire de Rome. Pendant plus de 40 ans, Auguste avait guidé l'Empire romain, transformant une nation déchirée par les guerres civiles en l'une des civilisations les plus puissantes du monde antique. Dans ces dernières années, bien qu'il ne fût plus le jeune chef audacieux qui avait émergé après la mort de Jules César, sa figure restait centrale dans la politique romaine. Cependant, l'arrivée inévitable de la mort, tant physique que politique, força une transition transcendantale, le passage d'un empire sous un homme charismatique à un empire impérial, où la figure de l'empereur s'institutionnalisa de manière définitive. Auguste mourut le 19 août de l'an 14 après JC, à l'âge de 76 ans, dans la ville de Nola, une petite localité en Campanie, où il avait passé ses derniers jours suite à une série de complications de santé. Bien qu'Auguste eût été fort et vigoureux durant la majeure partie de sa vie, la vieillesse le rattrapa, et les années de gouvernement et de lourdes décisions avaient eu raison de sa santé. Au cours des années précédentes, son corps avait décliné, et sa souffrance physique augmenta à mesure que sa longévité lui pesait. Selon les sources antiques, Auguste avait montré des signes de maladie dans ses derniers jours, ce qui ne fut pas une surprise, étant donné son âge avancé. Cependant, ce qui capta l'attention du monde romain fut la manière dont sa mort fut traitée, non seulement comme la perte d'un empereur, mais aussi comme la fin d'une ère qui avait transformé l'Empire romain d'une république en guerre en une superpuissance qui, en grande partie, devait sa stabilité à la figure d'Auguste. Dans ces derniers moments, on dit qu'Auguste se montra serein et réfléchi. Apparemment, il eut une conversation avec son épouse Livie, à qui il exprima sa tranquillité quant à l'avenir de l'Empire, confiant que l'héritage qu'il avait laissé serait entre de bonnes mains, surtout avec son successeur Tibère à la tête. Durant sa mort, la sensation d'un cycle qui se fermait, non seulement pour lui en tant qu'individu, mais pour Rome elle-même, fut palpable. La mort d'Auguste,
ne représenta pas seulement la fin de sa vie, mais aussi le début d'un nouveau processus de vénération qui perdurerait pendant des générations. L'un des aspects les plus notables de son décès fut la déification rapide et quasi immédiate de sa figure. À peine quelques jours après sa mort, le Sénat romain approuva un décret qui déifiait Auguste, lui octroyant un statut divin. L'adoption de ce décret marqua un précédent historique et établit le culte impérial, une pratique qui deviendrait plus tard courante pour tous les empereurs romains. La déification d'Auguste fut plus qu'un simple acte symbolique. Ce fut un acte politique de grande importance. En reconnaissant Auguste comme Divus Augustus, le Sénat et les Romains en général affirmaient que son leadership avait été non seulement exceptionnel sur le plan terrestre, mais aussi un mandat divin. Cette déification servait à consolider le pouvoir de son successeur, Tibère, en le présentant non seulement comme le successeur d'un chef politique, mais aussi comme le successeur d'un être divin. À partir de ce moment, Tibère ne serait pas seulement considéré comme l'empereur de Rome, mais aussi comme le fils du dieu Auguste, ce qui lui octroyait une légitimité au-delà de la politique et des disputes terrestres. La création du culte impérial marqua également le début d'une série de rituels religieux destinés à rendre hommage aux empereurs. Au cours des siècles suivants, de nombreux empereurs romains seraient divinisés de manière similaire. Mais le culte d'Auguste fut le premier et l'un des plus influents, car il jeta les bases de la manière dont la divinité de l'empereur serait étroitement liée à la stabilité et à la légitimité de l'Empire romain. Le temple d'Auguste fut érigé à Rome comme l'un des premiers lieux de culte dédiés à sa figure divine. Ce temple devint le centre symbolique de la vénération de l'empereur, à qui l'on rendrait hommage comme à un dieu. Ainsi, l'Empire romain ne se consolidait pas seulement politiquement, mais aussi dans sa propre religiosité, où le culte de l'empereur fut intégré à la vie quotidienne des Romains. Cette idéologie de la divinité de l'empereur perdurerait tout au long de l'histoire romaine, se transformant en une caractéristique centrale de la monarchie impériale. La mort d'Auguste ne généra pas l'instabilité que beaucoup auraient pu anticiper dans une Rome habituée aux luttes de pouvoir et aux guerres civiles. Bien que son successeur, Tibère, ne fut pas aussi charismatique ni aussi largement accepté par le peuple qu'Auguste, son accession au pouvoir fut relativement pacifique. L'établissement de Tibère comme empereur légitime fut soutenu tant par la déification d'Auguste que par le fait que le Sénat, les légions et l'élite romaine acceptèrent la continuité du gouvernement sous le système impérial instauré par Auguste. Tibère, bien qu'étant un chef pragmatique et souvent distant, fut capable de sécuriser l'Empire et de consolider le système qu'Auguste avait laissé en place. La Pax Romana, qui avait été l'une des réalisations les plus importantes d'Auguste, se poursuivit sous Tibère, du moins dans les premières étapes de son règne. La stabilité, la paix et l'ordre qu'Auguste avait obtenu pour l'Empire romain restèrent intacts après sa mort, et l'Empire continua son expansion économique, politique et culturelle au cours des décennies suivantes. 18e partie. L'impact immédiat de sa mort et son héritage. La mort d'Auguste en l'an 14 après JC marqua la fin d'une ère et le début d'une nouvelle étape dans l'histoire de l'Empire romain. Auguste avait gouverné Rome pendant plus de 40 ans, transformant une république fracturée en une puissance impériale unifiée. Son héritage était incontestable, et la stabilité qu'il avait apportée à l'Empire avait été le résultat de sa ruse politique, de sa capacité à consolider le pouvoir et de son habileté à maintenir la paix à l'intérieur des limites de l'Empire. Cependant, malgré sa figure imposante, la mort d'Auguste posa un défi crucial. Qui serait le successeur qui continuerait son œuvre? Après la mort d'Auguste, le trône de Rome fut hérité par son fils adoptif, Tibère, qui devint le deuxième empereur de Rome. Cependant, la transition du pouvoir ne fut pas aussi simple qu'elle le paraissait au début. Bien qu'Auguste eût pris des mesures pour garantir la succession de Tibère, les circonstances personnelles et politiques compliquèrent la passation de pouvoir. Tibère, bien qu'étant le successeur désigné, n'était pas aussi populaire ni aussi bien aimé que son père adoptif. La relation entre eux avait été distante et souvent tendue, surtout dans les dernières années de la vie d'Auguste. Tibère s'était retiré de la vie publique à plusieurs reprises,
dégoûté par les intrigues politiques et familiales, ce qui contribua à ce que sa figure ne soit pas aussi charismatique que celle d'Auguste. Malgré cela, la transition du pouvoir fut relativement pacifique. En partie, cela fut dû à la structure qu'Auguste avait établie tout au long de son règne. Il avait consolidé le pouvoir impérial entre ses mains de telle manière que la structure de l'Empire romain ne dépendait pas uniquement de sa présence physique. De plus, Tibère fut reconnu comme l'héritier légitime par le Sénat, les légions et la classe dirigeante, ce qui aida à assurer son accession au trône. Le pouvoir impérial passa de père à fils adoptif, sans grande lutte de pouvoir, ce qui fut remarquable compte tenu des turbulences politiques que Rome avait connues au cours des générations précédentes. Néanmoins, malgré la stabilité que Tibère apporta avec lui, son accession au trône ne fut pas exempte de critiques et de méfiance de la part de beaucoup, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Rome. La mort d'Auguste ne céda pas seulement la place à la figure de Tibère, mais elle marqua aussi le début officiel de la dynastie julio-claudienne, une dynastie qui gouvernerait Rome durant les décennies suivantes. Tibère faisait partie de cette dynastie, car sa mère, Livie Drusilla, était une figure clé de la famille des Claudiens, ce qui liait Tibère aux deux lignages, le Julien par son adoption par Auguste et le Claudien par sa mère. La dynastie julio-claudienne serait fondamentale pour l'histoire de Rome, car ses membres gouvernèrent l'Empire romain durant une grande partie des premières années de son existence en tant qu'empire. Les premiers empereurs de cette dynastie, Tibère, Caligula, Claude et Néron, jouèrent des rôles cruciaux dans la consolidation du pouvoir impérial, mais furent aussi responsables de certains des moments les plus tumultueux et conflictuels de l'histoire romaine. L'instauration de la dynastie eut également des implications profondes sur la politique romaine. À partir de ce moment, la succession impériale ne serait plus basée sur des principes républicains, mais sur un système dynastique qui marquait le changement définitif d'une république gouvernée par des sénateurs et des consuls, à un empire gouverné par une figure centrale, avec l'empereur comme centre du pouvoir absolu. L'héritage d'Auguste est indiscutable. Tout au long de sa vie, Auguste transforma Rome d'une république fracturée et en guerre en un empire solide et unifié. Durant son règne, Rome laissa derrière elle les tensions internes qui avaient marqué l'histoire de la République, et la Pax Romana, l'ère de paix et de prospérité relative, permit à Rome d'étendre son territoire, de consolider son pouvoir et de s'épanouir culturellement. Auguste fut aussi un visionnaire en termes d'organisation administrative. Il réforma les lois, réorganisa les provinces, renforça l'armée et établit des systèmes de gouvernement plus centralisés, ce qui contribua à la stabilité et à la prospérité de Rome durant son gouvernement. De plus, il mena à bien un programme monumental de construction qui transforma la ville de Rome, embellissant ses rues, places et édifices, la convertissant en capitale du monde. Cependant, son héritage ne se limita pas seulement aux réalisations politiques et militaires. Auguste laissa aussi une marque indélébile sur la culture romaine. Ce fut sous son mandat que fleurirent des poètes comme Virgile et Horace, dont les œuvres exaltèrent les valeurs traditionnelles de Rome et célébrèrent les réalisations d'Auguste. Le Énéide de Virgile, par exemple, lia Rome aux dieux, montrant Auguste comme un chef choisi par le destin pour apporter paix et grandeur à Rome. Le système du culte impérial qu'Auguste instaura laissa également une empreinte profonde dans l'histoire romaine. En étant considéré comme un divu après sa mort, sa figure rejoignit celle des dieux, ce qui contribua à la consolidation du culte impérial et établit l'idée que les empereurs romains étaient des figures divines choisies par les dieux pour gouverner le destin de Rome. La transformation de Rome, d'une république fracturée à un empire solide et unifié. Sous Auguste, Rome connut une transformation qui redéfinit l'histoire du monde occidental. La République romaine, marquée par les luttes internes, la corruption et la guerre civile, céda la place à un empire consolidé, doté d'un gouvernement centralisé capable de maintenir l'ordre et la paix à l'intérieur des frontières de l'empire. Cette transition de république à empire fut cruciale pour l'avenir de Rome, car elle permit la création d'un système politique qui, bien que monarchique dans la pratique, conserva certaines des structures républicaines dans son essence. Auguste non seulement restaura la paix à Rome,
mais il mit également en œuvre des réformes qui améliorèrent les infrastructures, l'économie et les institutions de l'État. Les réformes fiscales, la réorganisation de l'armée et l'établissement d'un système judiciaire plus efficace firent partie de son héritage administratif. De plus, sa réforme du Sénat et la création d'une administration impériale professionnelle jetèrent les bases du gouvernement de Rome pour les siècles à venir. L'impact d'Auguste fut profond et s'étendit au-delà de Rome. Sa capacité à transformer la politique interne de Rome et à établir les bases d'un gouvernement impérial stable influença la manière dont les civilisations futures comprirent le pouvoir et l'autorité. Pendant des siècles, le modèle de gouvernement d'Auguste servirait d'inspiration à de nombreux monarques et dirigeants, tant dans le monde romain que dans d'autres parties du monde. Sur le plan culturel, la Pax Romana permit un épanouissement des arts, de l'architecture, de la littérature et de la philosophie. Durant le règne d'Auguste, Rome devint le centre de la civilisation et son influence s'étendit à travers la Méditerranée et au-delà. L'art et la culture romains, impulsés par Auguste, laissèrent un héritage qui influença la Renaissance européenne des siècles plus tard. La figure d'Auguste est complexe et pleine de nuances. En tant que maître politique, son habileté à consolider le pouvoir, à gérer les alliances et les réformes, et à établir une structure administrative garantissant la stabilité de l'Empire fut unique. Mais il fut aussi le symbole d'une nouvelle ère, la transition d'une Rome antique et en guerre à une Rome impériale et glorieuse. Tout au long de sa vie et après sa mort, sa figure fut idolâtrée comme celle d'un chef quasi divin, destiné à gouverner le destin de Rome. Auguste, le politicien rusé, devint aussi l'empereur qui restaura Rome et consolida l'Empire romain. L'impact de son gouvernement non seulement transforma Rome, mais laissa aussi une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité, établissant les fondations de ce qui deviendrait l'une des civilisations les plus influentes du monde occidental. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez la vidéo pour toucher plus de monde et permettre à ce projet de continuer à grandir. On se retrouve dans la prochaine, Frères d'Armes.